Donc, je m'appelle Patrick Clastres, je suis professeur à l'Université de Lausanne, je suis historien de formation, passionné d'histoire du sport et voilà, j'ai souhaité profiter du contexte des Jeux de Paris pour produire une histoire de toutes les éditions des Jeux d'été depuis l'origine jusqu'à nos jours. Et c'est vrai qu'en étant professeur à l'Université de Lausanne, je suis dans un lieu privilégié pour mener cette enquête, notamment dans les archives du Comité international olympique. La thèse qui est défendue dans ce livre, c'est que les Jeux olympiques et l'institution qui les patronne, donc le Comité international olympique, sont en fait un édifice d'une extrême fragilité. Ils ont l'apparence de l'immuabilité, de la pérennité, ils ont l'apparence d'avoir le contrôle de la planète des sports, mais en fait c'est un géant au pied d'argile, hein, tout peut s'effondrer dès lors que les sponsors retirent leur financement par exemple. Et puis aussi parce que le CIO a réussi à étendre son emprise sur cette planète des sports, c'est-à-dire aussi sur les fédérations internationales sportives. Donc ce que démontre ici ce livre, c'est qu'il y a à la fois une diffusion des Jeux olympiques à l'échelle du monde, c'est une aventure mondiale, mais il y a aussi une olympisation du monde, c'est-à-dire que le CIO a imprimé son codage culturel à l'ensemble de la planète. Et à l'ère Trump 2, on pourrait fort bien imaginer que les néolibéraux américains et les libertariens attaquent cette instance de régulation et veuillent substituer aux Jeux olympiques et aux compétitions internationales organisées par les fédérations internationales, ils pourraient leur substituer un système de franchise professionnelle, circuit professionnel. Et c'est un petit peu l'enjeu qui attend l'élection du nouveau président ou présidente du CIO le 20 mars, qui est aussi le jour de la sortie du livre. Le Comité international olympique a son siège à Lausanne depuis 1915. C'était un choix délibéré de Pierre de Coubertin. Ce comité, il est né en 1894. Les premiers Jeux ont lieu en 1896. Et c'est vrai que le Comité international olympique ouvre très généreusement ses archives, sauf pour les 20 dernières années, mais c'est très courant dans les administrations ou dans les entreprises privées. Et on peut travailler très librement. Maintenant, le CIO aime bien que son histoire soit très lisse, très neutralisée, très euphémisée. L'originalité de ce livre, c'est d'être un livre objectivé, savant, accessible au grand public, mais qui ne laisse rien au hasard, en particulier les questions politiques, les questions religieuses, la question du dopage, de la violence dans le sport. Et je dois dire que le Comité olympique de Paris a très généreusement soutenu cette aventure éditoriale, hein, tout simplement parce qu'ils sont solidaires des chercheurs qui sont indépendants des institutions, y compris de celle à laquelle ils appartiennent eux-mêmes. Les premiers Jeux olympiques rénovés ont lieu en 1896 à Athènes. Donc je traite tous les Jeux, les 30 éditions jusqu'en 2024, Jeux de Paris y compris. Mais j'ai souhaité démarrer en 1892 parce que c'est la première fois que Pierre de Coubertin aimait l'idée olympique. L'idée que l'on puisse, par le sport, permettre la fraternisation des jeunes élites du monde à l'époque. Et ces jeunes élites, elles étaient masculines pour lui, bien évidemment. Et il soutiendra cette thèse jusqu'à la fin de sa vie. Et ça a été un long combat pour les femmes, que j'explore d'ailleurs, que de faire la conquête des Jeux olympiques. Et pas simplement les femmes, les athlètes issus de milieux plus populaires, les athlètes des mondes colonisés, les athlètes en situation de handicap, par exemple, qui ont droit à leur propre Jeux handisport, qu'on appelle les Paralympiques aujourd'hui. Pierre de Coubertin est davantage connu dans le reste du monde que dans son propre pays. Il a vécu une histoire de désamour avec la France. Il est identifié comme un monarchiste rallié, pas très sincèrement à la République. Et au fur et à mesure où cette République s'engage dans la voie plus laïque, plus démocratique et républicaine, eh bien, il finit par s'exiler en Suisse. Voilà, donc ça explique sa disparition dans l'histoire nationale, mais pas dans le roman olympique qui est produit par le CIO. Alors, le CIO diffuse ce roman olympique très largement dans le reste du monde. Il a un peu plus de mal à accrocher la France à la remorque de sa communication. Les Jeux de Paris, d'une certaine manière, devaient relever ce défi pour le CIO.
Moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette logique du roman olympique. L'idée, c'est plutôt voilà, de retrouver les présents du passé, et pour Pierre de Coubertin, le saisir dans ses présents successifs au fur et à mesure où il avance dans sa vie, dans sa carrière. Et c'est vrai que ça figure dans la mesure où il s'oppose aux femmes, hein, pour participer aux Jeux. Il a une vision très racialiste de l'humanité. C'est un conservateur au sens politique du terme. Il est en délicatesse avec la République. Eh bien, il est plus ou moins discrédité, hein, dans l'opinion publique française, ou en tout cas interrogé. Et la figure d'Alice Millat, depuis quelques années, a émergé pour finalement émerger aussi de la scène, puisque c'est une des statues de femme qui a émergé au cours de la cérémonie, alors que Pierre de Coubertin était largement effacé. Largement les articles de Florence Carpentier qui ont permis à Alice Millat d'apparaître dans la cérémonie, en l'occurrence. D'abord, ce que je souhaite dire, c'est que j'ai adopté le même plan pour les 30 éditions, à savoir le contexte international, les conditions d'élection de la ville hôte, le stade olympique et sa cérémonie, les nations participantes ou qui ont boycotté aussi l'événement, le tableau des médailles, comment on peut expliquer que tel ou tel pays atteigne le premier, le troisième ou le cinquième rang. Et puis j'ai aussi proposé des portraits d'athlètes, hommes et femmes, et issus du monde, disons, occidental et aussi des autres mondes, pour rééquilibrer un peu cette histoire. Donc j'ai cherché vraiment à revisibiliser des athlètes femmes et des athlètes issus de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Alors effectivement, la difficulté pour Paris 2024, c'était de faire une histoire de l'instant, hein, de l'immédiateté. C'est le chapitre qui m'a coûté le plus. J'ai mis 2 mois à écrire ce chapitre, parce que tout le monde a vécu l'événement, qui a été une grandiose réussite. Je l'avais d'ailleurs annoncé dans mes chroniques du Monde, que cet événement serait réussi. La France est le pays qui a reçu le plus de manifestations sportives de niveau international depuis un quart de siècle. Donc on a un savoir-faire, et puis voilà, il y a un apparat, une monumentalité de la capitale, hein, qui font qu'en localisant les sites dans des lieux historiques, ça ne peut avoir qu'un effet de communication extrêmement efficace à l'échelle du monde. La cérémonie a été extrêmement réussie. Il n'y a pas eu de grève, comme vous pouvez le redouter, à la fois le gouvernement, mais aussi les visiteurs étrangers. Bref, on a connu ce que les journaux ont appelé une parenthèse enchantée, dans un moment politique très singulier aussi pour la France. Et je ne pouvais pas écrire seulement que c'était une parenthèse enchantée, à la manière du comité d'organisation, du gouvernement ou du CIO. Donc c'est devenu la fabrique de l'enchantement, pour expliquer comment, depuis 5 ans, en fait, cette parenthèse enchantée, elle a été construite par le comité d'organisation, par toutes les parties prenantes, et qu'elle a aussi un coût, et que contrairement à ce que le président du COJO, Tony Estanguet, affirme, les Jeux n'ont pas financé les Jeux. Contrairement à ce qui est affirmé, la réussite sportive de l'équipe France est réelle, mais au ratio des médailles, elle n'est pas meilleure qu'à Atlanta. Et s'il n'y avait pas eu Léon Marchand, on aurait été 10e. Si la Russie avait participé, on aurait été 6e. Donc tout cela est à relativiser. Et donc j'ai réinscrit l'événement Paris 2024 dans des rythmes de l'histoire de France, par exemple aussi sur la question de notre vie politique, hein, qui est une vie depuis la Révolution française, qui vit de la controverse, de la manifestation. C'est notre manière de faire démocratie, et c'est pas plus honteux que d'être toujours dans le consensus. Et donc j'ai réinscrit dans d'autres rythmes de l'histoire un événement effectivement qui venait justement de se produire. Coupé.